Bonsoir à tous. Il lui semblait commencer seulement, au bout de plusieurs mois, à appréhender la rude réalité de cette partie du monde. Elle avait dû laisser de côté les théories académiques qu'on lui avait apprises, oublier les documentaires animaliers, renoncer à certaines de ses convictions. Extrait du roman de Catherine Godefroy, elle est l'invitée de LCR ce soir. Рома, please photo, Рома, please photo. Рома, please photo. Снимай, Лена. Не надо, нет, не надо, не надо, ну не хочу, ну нет, все, no money, no money, no money, no money, no money. Voilà quelques images tournées en Éthiopie chez les Mursi, dans le parc national de l'Omo. Bonsoir Catherine, j'ai passé ces images, c'est des images amateurs. J'ai passé exprès parce que vous en parlez dans votre roman, de ces touristes qu'on voit un petit peu le long des routes en 4x4 et qui ne savent pas trop finalement où ils se trouvent. C'est quelque chose, parce que vous avez été dans ce parc, on va en parler, que vous avez ressenti également? Oui, c'est aussi à la fois la relation qu'on a en tant que touriste, qui n'est pas du tout la même que les professionnels. Que les scientifiques, par exemple. Oui, scientifiques ou autres, mais professionnels en tout cas, qui ne développent pas la même relation, heureusement, que celle qui est développée par les touristes. Ils font des dégâts, les touristes, là, dans ce parc, ou pas? Des dégâts entre guillemets. Hein. Dans le parc de l'Omo, en fait, il n'y a quasiment aucun touriste. Donc, on ne peut pas parler de dégâts. Donc ils sont où? Ils sont en fait tout autour. Donc les Mursi, par exemple, ils sont un petit peu en dehors de l'Omo? Oui. Même la majorité sont en dehors du parc. En fait, ce sont toutes des tribus qui vont vivre sur toutes les bordures du parc et puis qui font des incursions au sein du parc en fonction de l'évolution de leur territoire, à la fois de pâturage, mais aussi des conflits qu'il peut y avoir entre les différentes ethnies. Oui, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a 8 ethnies sur ce territoire qui fait... c'est marrant parce que vous dites c'est comme la province de Liège, plus ou moins, en grandeur, c'est ça? Exactement, oui. 4000 km². Très bien, ouais. Et alors, vous avez écrit ce roman, je dis roman, je ne dis pas récit parce que c'est romancier, on va en parler. Il y a un drame à un moment donné, d'ailleurs, dans ce roman. Mais c'est quelque chose que vous avez vécu. Vous êtes vous-même scientifique, biologiste ou ingénieur en sciences et technologies de l'environnement. Et c'est vrai que c'était pendant mes études, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller y travailler pendant plusieurs mois dans ce parc pour réaliser la cartographie de sa végétation. Ouais. Et travailler aussi sur l'ethnobotanique. Donc c'est en fait l'étude des relations entre les plantes et les êtres humains et surtout comment les êtres humains utilisent ces plantes. Et c'est vrai que dans le cas, par exemple, de ces différentes ethnies, il y a énormément de plantes qui sont utilisées dans toutes sortes de domaines. Par exemple, évidemment, tout ce qui va être la pharmacopée, donc les usages médicinaux, mais aussi pour la construction de leurs habitations, des huttes, les clôtures pour le bétail, l'alimentation du bétail. Ah, donc c'est extrêmement important, quoi. C'est très important. En fait, ils dépendent complètement du parc, puisque, comme on l'a vu un tout petit peu sur les images, alors là, c'était les 4x4 des touristes, mais en dehors de ça, ils vivent comme encore il y a des centaines, voire des milliers d'années. La grosse différence, c'est la Kalachnikov, en plus. C'est-à-dire, c'est l'arme automatique en fait qui a été importée depuis le Soudan dans les années 80 et qui a fait des gros ravages, que ce soit... ça change les rapports de force entre les tribus. Ça change complètement les rapports de force entre les tribus. Ça change aussi les relations d'autorité au sein des tribus, notamment les Nyangatom, puisqu'ils travaillent... il y avait avant une grande autorité des générations anciennes, vraiment le respect des ancêtres. Des ancêtres et même des anciens, toujours vivants. Et ce rapport un petit peu avec l'arrivée des armes automatiques dans la région a été complètement bouleversé. Et puis évidemment sur la grande faune, avec la chasse et le braconnage qui jusque-là... On braconne avec des kalachnikovs maintenant, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est quand même plus facile qu'à la lance. Alors qu'avant, la chasse était plutôt un acte de bravoure, pour justement utiliser certaines parties des corps des animaux pour dans leur tradition. Des fêtes, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. On ne parle pas souvent de ça. C'est assez nouveau, quoi. L'idée effectivement, que ces kalachnikovs sont là. Alors,
je l'ai dit, vous avez vécu ça, donc vous n'êtes pas autrice à la base. Qu'est-ce qui vous a motivé à en faire une histoire? Un jour, vous vous êtes dit, il faut que j'écrive quelque part tout ça? Oui, il y a deux choses. J'ai toujours beaucoup aimé les livres. Ouais. J'avais jamais pensé passer de l'autre côté de la page. Mais c'est vrai que bon, j'ai vécu un certain nombre d'aventures là-bas sans trop dévoiler. Mais il y a eu aussi un drame au moment où j'y étais. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, je me suis toujours demandé, et si ça s'était passé autrement, et si ça s'était passé comme dans le roman. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'en faire un roman. On peut dévoiler le drame, ou ça vous embête, ou il vaut mieux le dire? Bon, on peut le dire, je pense, sans dire de qui il s'agit. Le personnage Lucie est accompagné par un local, on dirait, c'est ça Par différentes personnes. On est vraiment dans une équipe de travail internationale. Complètement différent d'ailleurs. On voit d'ailleurs aussi toutes les tensions, la manière de regarder, d'imaginer comment ça va évoluer, etc. C'est très différent entre une infirmière, un géographe. Voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné, Lucie va se retrouver en pleine brousse, seule, suite un drame. On n'en dévoilera pas plus. Et elle va devoir ne plus compter que sur elle-même pour retrouver son campement. Et là, le roman, si je puis dire, bascule. Il y a autre chose. Je dirais qu'il y a un avant et un après. Un avant, on suit vraiment le travail de Lucie, etc. C'est presque scientifique. D'ailleurs, moi, j'ai appris plein de choses que j'ai un peu oublié, donc je vais un peu les relire ou les souligner, notamment les arbres, etc. Mais sinon, après, c'est vraiment une quête, en fait. Enfin, il y a quelque chose de quête de soi. Oui, et puis on va diversifier les points de vue, parce que c'est vrai que dans la première partie du roman, on s'attache plus à suivre l'héroïne et à voir comment, je vais dire, comme vous le disiez dans l'extrait tout à l'heure, elle va devoir abandonner un petit peu tout ce qu'elle a appris, et toutes ses convictions sur comment ça se passe dans un parc national, comment est-ce qu'on travaille en tant que scientifique, etc. Vraiment se confronter déjà à la pluralité des visions d'une équipe internationale, et puis surtout des Éthiopiens qui sont les premiers concernés, et puis de ces tribus qui dépendent énormément des ressources naturelles du parc. Alors que dans la deuxième partie du récit, on va vraiment basculer, on va avoir à la fois cette quête pour retrouver, je vais dire, ce que nous, on appelle la civilisation et qui... entre guillemets, avec plein de guillemets. Exactement. La peur aussi, vous décrivez bien la peur et la solitude. Les bruits, la nuit, La solitude, ça c'est vrai que moi, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas. Non, parce qu'on est toujours entouré. Et là, c'est vrai que quand on se retrouve avec personne qui parle sa langue, personne qui comprend sa culture, ses valeurs, et à des centaines de kilomètres à la ronde, ça, c'est une vraie solitude. Avec un téléphone en panne aussi, c'est ce qui arrive un petit peu dans l'aventure de Lucie. C'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être pas ça comme ça, en tout cas, je vous l'espère pas, mais ce sentiment de solitude, ce sentiment de peur, vous avez eu des moments seuls? Oui, tout à fait. Particulièrement, en fait, après le drame, moi, qui m'a un petit peu inspiré ce roman, je me suis retrouvée dans ce parc, seule femme blanche, à des dizaines, voire des centaines de kilomètres à la ronde. Et c'est des centaines, Je pense qu'on peut parler de centaines, à moins qu'il y ait quelques touristes égarés dans les environs. Mais c'est vrai qu'on a une vision comme ça où tout d'un coup, justement, la brousse qu'on imaginait, peut-être dont on rêvait, telle qu'on la voit dans les safaris, qui se transforme finalement en la réalité de ce qu'elle est, c'est-à-dire un écosystème avec des proies, des prédateurs. Et du coup, on a cette vision qui change complètement. Et c'est vrai que cette peur, et puis le fait de se dire la vie ne tient finalement qu'à un fil. Comment on s'en sort à ce moment-là, alors? Comment on s'en sort? On garde l'espoir, quoi. Heureusement, je ne me suis pas retrouvée dans la situation de mon héroïne, mais on se rend compte que la solidarité, c'est très important, déjà, et que les règles de sécurité ne sont pas là pour faire joli. Ça, c'est la première chose. Et on s'en sort parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus de force en nous que ce qu'on pense. Et je pense que justement, le fait de surmonter ces difficultés, c'est ça qui pimente aussi un peu l'existence, quel que soit le domaine. Bien sûr. Comment ça se passe entre les scientifiques, entre guillemets, et les tribus? Les rapports sont bons ou c'est tendu, ou ils vous considèrent un petit peu comme des intrus? Alors, ça dépend vraiment des tribus, des personnes, du contexte, de l'époque. Moi, c'est vrai que j'ai situé mon récit en 2007. La situation n'est plus forcément la même maintenant. On a parlé des Kalachnikov, justement, donc il y a peut-être pas ça avant. Il n'y en avait pas avant les années 80, en tout cas. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai trouvé que les rapports étaient très amicaux.
on était vraiment plutôt sur une découverte de l'autre et de part et d'autre. Ouais. Évidemment, moi, je découvrais complètement leur mode de vie, etc. J'ai été très bien accueillie au sein des villages dans lesquels j'ai pu aller. Et en même temps, eux étaient très curieux. Mais très curieux de la différence. Ouais. Pas forcément, je vais dire, ils ne me voyaient pas du tout comme une touriste, ils n'avaient même pas la notion de ce qu'est un touriste. Non, c'est un être différent. Vous êtes blonde, blanche, ouais, c'est complètement différent. Tout à fait. C'est vrai que notamment les cheveux étaient... Ouais, à mon avis, on a souvent touché vos cheveux, non? Oui, beaucoup. Mais là-bas, ils ont aussi des coiffures incroyables avec justement l'utilisation de l'ocre, de beurre, en fait, pour faire ces coiffures. L'art corporel est très important pour eux. C'est marrant que vous dites ocre parce que le titre aussi, ça rappelle une couleur, presque une couleur savane après la pluie. Parfois des marques de peinture, je ne citerai pas les marques, mais qui reprennent ce genre de propos. C'est un jeu de mots aussi un petit peu là-dessus, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a deux visions, on peut le voir d'un côté, mais c'est vrai que c'était dans l'idée aussi de présenter la savane telle qu'on ne la connaît pas. Exactement. On voit toujours une étendue d'herbes sèches décolorées par le soleil. Et moi, je voulais montrer la savane telle que les touristes ne la voient pas, justement, en pleine saison des pluies et quand, justement, la vie est foisonnante aussi. C'est pas le National Geographic, quoi. Très rapidement, un mot que vous avez choisi, ça ne m'étonne pas, c'est aventure. Et oui, parce que l'aventure, il y a à la fois les grandes aventures, telles que, je veux dire, on le concevait au XIXe siècle, les voyages de Darwin, par exemple, mais on a aussi les aventures actuelles, qu'elles soient scientifiques, sportives, etc. Donc elles peuvent se faire à l'autre bout du monde, mais elles peuvent se faire aussi ici, tout près. Là, je pense à tous mes collègues qui partent en quête d'espèces quasi disparues ou qui mettent tout en œuvre pour les protéger. Et puis, il y a aussi l'aventure humaine, justement, d'oser aller vers l'autre, faire le premier pas. Et ça, c'est aussi une des plus belles. Et c'est ce qu'on retrouve dans votre livre. Merci beaucoup, Catherine, d'être passée chez nous. C'est au Murmure des Soirs, je le dis parce que c'est une petite maison d'édition. Il faut les soutenir, les petites maisons d'édition. Murmure des Soirs, Catherine Godefroy. Allez-y, c'est une plongée dans une Éthiopie qu'on ne connaît pas du tout. Parce qu'il ne faut pas se limiter effectivement aux documentaires à la télévision. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.